Merci d'être venu. Oui, aujourd'hui, comme Gabriel l'a dit, on va parler de Flutter, qui est un framework de développement multiplateforme principalement pensé pour le mobile. On verra que ce n'est pas seulement le cas. Je vais commencer par me présenter. Donc moi, je m'appelle Aloïs Deniel. Ça fait maintenant 7 ans que je fais du développement mobile, quasiment 8. J'ai commencé par travailler chez Orange, où j'ai fait du développement natif, iOS dans un premier temps. Ensuite, un peu de Windows. À l'époque, c'était Windows 8. Naturellement, je me suis intéressé à des solutions comme Xamarin, parce que je me suis aperçu que développer en double certaines choses, c'était assez fatigant, ça prenait beaucoup de ressources aux entreprises, que c'était fastidieux, qu'on introduisait des bugs spécifiques à chaque plateforme, etc. Donc ça complexifiait énormément la gestion de projet. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé déjà dès 2014 à vraiment me renseigner sur les solutions multiplateformes en commençant par Microsoft parce que naturellement je connaissais très bien le .NET et le C# comme j'avais fait du développement Windows et que je connaissais iOS très bien aussi parce que j'avais fait du développement natif iOS. Donc voilà, donc j'ai continué à faire du Xamarin, je me suis même beaucoup impliqué aussi dans la communauté Xamarin à l'époque, jusqu'à fin 2016 où je suis tombé sur Flutter un peu par hasard. Parce qu'ils n'en faisaient pas beaucoup de pub à l'époque, c'était assez caché comme framework. Directement, j'ai été séduit par la technologie. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Je vous expliquerai les raisons. J'ai décidé de me lancer, de migrer complètement, malgré le fait que je connaissais très bien Xamarin, etc., de me lancer à 100% dans cette technologie-là, d'apprendre et de progresser dans tout ça. Récemment, j'ai quitté Orange pour lancer ma propre société qui s'appelle Jinto. On fait un produit qui s'appelle Jinto également, qui est une application mobile qui est en cours de développement. Donc c'est pas encore disponible. On devrait communiquer plus à partir de la fin du mois, je pense. C'est une application qui est censée faciliter l'organisation d'événements. Donc on envoie tout ce qui est envoi d'invitation, rassembler les photos, proposer des animations pendant les soirées, les fêtes. Voilà. Donc tout ça, c'est l'objectif de Jinto. Et à côté de ça, à mi-temps, on fait aussi du freelance formation, et des formations pour vivre tout simplement. Donc pareil, si vous avez des besoins en termes de formation sur ces technologies-là, et puis aussi des besoins en prestation, pourquoi pas en web, je fais aussi du React, et je connais plutôt bien Firebase. Et donc à côté de ça aussi, je suis très impliqué dans la communauté, donc dans l'open source. Vous pouvez me suivre sur GitHub et sur Twitter principalement, où j'échange beaucoup avec, pareil, c'est la communauté Flutter, sur tous les sujets, l'actualité de ces technologies-là. Et donc j'ai quelques projets aussi open source qui sont aussi principalement Flutter, historiquement aussi d'Xamarin, c'est du Flutter aujourd'hui, et dont certains qui sont assez utilisés, mine de rien. Donc pourquoi Flutter? Donc déjà, si vous n'êtes pas au courant, c'est Google qui est derrière Flutter, qui a une équipe dédiée d'une centaine de personnes, je crois, maintenant, dans le monde. Si on prend pas seulement les techs, mais aussi tout ce qui est marketing, etc. Et pourquoi ils se sont lancés dans ce projet-là, à l'origine? Donc pour info, c'est une équipe technique qui bossait sur Chrome, à la base, qui s'est lancée là-dedans. Et donc, ils ont fait un constat, en fait, à l'époque où ils l'ont créé, donc c'était en 2015. Ils ont remarqué plusieurs choses qui n'allaient pas, selon eux, dont ce que j'ai évoqué tout à l'heure, ce que moi j'avais ressenti aussi. Et ils se sont dit, en fait, là, c'est le moment de repenser de zéro une solution de développement adaptée à ce qui se fait aujourd'hui en termes de mobile, et de pas de réutiliser des technologies anciennes, comme le web par exemple, qui n'est pas forcément adapté parce que c'est pensé pour un usage desktop, etc. Donc ça mène beaucoup de mauvaises habitudes. Donc ils ont repensé tout de zéro pour proposer un framework qui soit adapté au développement mobile, dans un premier temps. Avec des technologies modernes, des habitudes de développement, des outils de la même manière qui sont modernes, efficaces et performants. Donc déjà, pourquoi ils ont fait ce constat-là? Première chose, c'est qu'ils se sont rendus compte que les patterns utilisateurs dans les applications, finalement, étaient de plus en plus proches sur les différentes plateformes. Et encore plus si on prend les applications de tiers. Donc là, j'ai pris par exemple Airbnb, qui est vraiment quasiment identique sur les deux plateformes. Enfin, évidemment, il y a des petits tweaks à droite à gauche, mais on va dire la navigation globale reste assez similaire sur les deux plateformes.
Et donc, évidemment, vous avez les développeurs natifs ou même les constructeurs tels que Apple et Google, enfin, surtout les équipes Android, qui vont vous dire non, mais il faut vraiment adopter les patterns de navigation pour que les utilisateurs ne soient pas perdus sur telle ou telle plateforme. Mais en fin de compte, on regarde Facebook, Airbnb, tous les applis les plus utilisés, ben, c'est des Uber, pareil, c'est des expériences qui sont très similaires sur les deux plateformes. Et si on pose la question à un utilisateur, ben, il ne va jamais se plaindre qu'il est perdu dans Airbnb, par exemple, parce que ça ne respecte pas les view controllers de iOS ou je ne sais quelle spécificité d'interface utilisateur. Donc ils ont fait ce constat-là, ils se sont dit, bah, pourquoi les tiers, finalement, devraient s'embêter à développer en double, alors qu'avec des besoins limités, les utilisateurs, finalement, ils sont très contents, enfin, en tout cas, ils ne se plaignent pas d'avoir des expériences similaires sur les deux plateformes. Donc, premier constat, voilà ce que je viens de dire, les patrons de navigation sont de plus en plus proches sur toutes les plateformes. Deuxième constat évident, ça c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est dès qu'on est dans le développement d'applications mobiles, on se rend compte que on fait les choses en double, en fait, finalement. En double, voire en triple, voire pire si on a du web, etc., à développer à côté. Mais on a vraiment des outils spécifiques, des équipes dédiées, si on veut produire des applications de qualité. Et donc, on va avoir vraiment des compétences. Et ce doublon, ce développement en silo, va amener beaucoup de choses qui sont compliquées à gérer au niveau de la gestion de projet. Donc, évidemment, on va avoir des bugs qui vont être spécifiques à l'une ou l'autre des plateformes, parce que derrière, ce n'est pas le même code. Donc ça, c'est le plus évident. Et puis, au niveau de la gestion de projet, faut synchroniser les différentes équipes. On peut avoir des infos qui se perdent de l'une ou de l'autre. Voilà, donc ça, c'est assez évident. Et puis, tout simplement, développer 2 fois le code, donc 2 fois plus de dépenses. Troisième constat, c'est que les outils n'étaient pas forcément productifs. Là, j'ai pris un cas, encore une fois, c'était en 2015, ça s'améliore, heureusement, sur toutes les technologies. C'était que, en fait, développer une UI, ça prenait beaucoup de temps. Là, si on se concentre vraiment sur l'interface utilisateur, parce que les outils n'offraient pas des cycles de développement qui étaient efficaces. Par exemple, on changeait un élément visuel tel qu'une marge, il fallait peut-être passer 30 secondes pour observer le rendu. Et puis si c'était pas bon, il fallait recommencer toute la chaîne. Voire des fois, on devait même renaviguer à l'écran spécifique sur lequel on avait modifié la fameuse marge. Donc très peu efficace en termes de développement. Donc évidemment, on avait des éditeurs graphiques, etc., qui permettaient déjà sur certaines technologies d'améliorer la productivité. Mais on était très loin de pouvoir développer et en même temps voir le rendu qui s'affichait comme ce qui se faisait dans le web. Pour le coup, là, c'était un avantage du web, c'est que on développe, on avait déjà des technologies qui permettaient de faire du hot reloading avec des rafraîchissements en temps réel lorsque on codait. Et donc, en plus de ça, ce qui est embêtant sur le mobile, c'est qu'on a une grande variété de terminaux. Donc si on multiplie tous ces tests par le nombre de terminaux de résolution, de constructeurs de versions d'OS, etc., et en fait, la productivité baisse énormément. Et donc on passe plus de temps à brancher son matériel et à lancer, à coder, à builder nos projets que finalement à développer l'application. Pour eux, les différents outils étaient pas encore bien conçus pour le développement mobile, pas pensés pour ça et pas efficaces en tout cas. Donc, évidemment, il y avait des solutions à l'époque. Donc là, les plus populaires, c'est sûrement Xamarin, Ionic et puis React Native. Mais finalement, il n'y en a aucun qui corrige tout ce que je viens d'évoquer. Donc ils peuvent exceller dans 1, 2, ou 3, mais jamais 3 en fait. Il y avait toujours un compromis à faire lorsqu'on faisait un choix sur une de ces technologies-là. Et donc c'est pour ça que finalement on avait 2 choix. C'est soit on restait avec un développement en silo. Donc là, c'est ce qui est imagé là, ça va être un chemin compliqué, mais on peut construire un château, donc on va avoir un bon rendu. Ou alors on fait le choix plus simple, mais on va avoir des compromis à faire sur le produit. Et donc c'est de là que vient Flutter, un développement unique du coup pour cibler les plateformes mobiles. Donc déjà ils se sont beaucoup posé la question quand ils ont créé Flutter parce qu'ils ne savaient pas quelle technologie de base autour de quelle technologie construire tout le reste.
Et donc ils avaient évidemment les environnements JavaScript, les environnements .NET, etc. Donc il y a plein de solutions qui existent. Mais en fait, ils sont retombés sur une technologie que Google avait lancée quelques années auparavant, qui était Dart, qui est un langage avec un runtime et toute une série d'outils qui vont autour. Et finalement, ils se sont dit que c'était le candidat idéal, après avoir pas mal testé tout ce que je viens d'évoquer. Pour les raisons suivantes, c'est que déjà, il est accessible. En gros, ils n'ont pas inventé la roue quand ils ont créé Dart. C'est un langage orienté objet, tout ce qu'il y a de plus classique, ça se rapproche de C Sharp, de Java, de Kotlin, Swift. Enfin voilà, un développeur qui veut apprendre Dart, normalement, il ne met pas trop de temps à le maîtriser s'il connaît tous ces langages-là. Donc voilà, ça c'est évident, mais c'est déjà une bonne chose. Moderne, donc il y a des choses comme par exemple les coroutines pour ceux qui connaissent Kotlin ou async await en C# aussi, ça s'appelle pareil. Donc on a des moyens de faire du développement asynchrone très simplifié. Et puis bon, il y a des extensions, donc ça c'est du sucre syntaxique, mais c'est toujours bon à apprendre. Donc le langage évolue aussi énormément parce que depuis que Flutter a fait ce choix-là, ils ont décidé de mettre plus d'efforts dans les avancées sur son langage, donc ça évolue énormément. Déjà, si vous avez regardé il y a un an Flutter et Dart, et que vous le regardez aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Dart, ils l'ont fait énormément évoluer. Donc il faut continuer de regarder de manière régulière si vous voulez être sûr que Dart ne supporte pas une fonctionnalité. Donc orienté Reactive Programming, là c'est un plus, c'est juste dans les objets de base, il y a des choses qui facilitent la programmation réactive, comme les streams. Just in time, donc là c'est vraiment pour ces deux raisons-là, Just in time et IoT, qu'ils ont choisi cette techno-là. En fait, c'est que Dart propose deux modes, un mode interprété et un mode compilé. Donc, le mode interprété, c'est-à-dire que dans votre application, vous embarquez une VM sur laquelle vous pouvez pousser du code Dart en temps réel et il va se mettre à jour. Donc vous le voyez venir, ça va permettre de développer plus rapidement parce qu'on n'aura pas besoin de recompiler toute l'appli, mais uniquement de pusher notre code et ça va mettre à jour l'interface. Et l'autre mode, c'est IoT, Ahead of Time. Et là, c'est lorsque vous buildez et que vous distribuez votre appli, là, vous compilez tout en bas niveau et vous avez les performances optimales parce que c'est compilé en bas niveau. Donc c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Pendant le développement, on va utiliser un interpréteur. On aura des moins bonnes performances, mais la productivité sera maximale. Et en production, on va faire de la compilation bas niveau directement et on aura les meilleures performances. Et bon, évidemment, il était compatible à ARM, donc c'était une obligation pour le projet. Et il possède un VM et tout un tas d'outils qui étaient déjà pensés, parce que Dart, je ne l'ai pas dit, mais à la base, c'était pensé pour le web. Ça a été vite abandonné parce qu'il y a eu TypeScript au même moment qui a aussi percé plus, et du coup, Google a décidé de le mettre de côté. Mais ils avaient déjà pensé pas mal de choses au niveau des outils qu'ils ont pu ressortir du placard et réutiliser pour Flutter. Dont un package manager qui s'appelle Pub, sur lequel vous retrouvez toutes les dépendances, comme Pod ou Gradle par exemple côté Android. Et donc la force, ce qui a fait connaître Flutter, c'était vraiment ce hot reload. Donc le hot reload, c'est vous tapez votre code, vous sauvegardez, c'est à jour sur votre téléphone en temps réel. Et ça, ça change la vie quand on a connu le moment où il fallait recompiler tout dès qu'on changeait une marge. Maintenant, on le retrouve pas mal, de plus en plus. Évidemment, tous ces environnements s'inspirent les uns des autres. Donc, Flutter a beaucoup inspiré de React dans son architecture logicielle. Mais du coup, on voit que ça commence à prendre côté iOS natif et Android natif avec Jetpack Compose côté Android et SwiftUI côté iOS. Donc, on voit que ça a changé quand même la mentalité et ça pousse des bonnes habitudes partout dans l'environnement. Ça va devenir un standard, j'espère, parce que ça change vraiment la vie et c'est pour ça que j'utilise Flutter aujourd'hui et que j'ai commencé à m'y intéresser vraiment. Autre particularité de Flutter, c'est que contrairement aux frameworks style Xamarin, React Native, c'est qu'ils font toute l'interface utilisateur est développée de zéro en fait. Donc, tout ce qui est affiché à l'écran, vous avez le contrôle sur chaque pixel de l'écran et eux, ils proposent une librairie de composants qui sont soit du material design pour l'instant ou soit plutôt de l'iOS. Mais en tout cas, ils ont tout recodé de zéro, les composants, pour maîtriser en fait ce qui est affiché. Donc ça aussi, c'est
Ça a de nombreux avantages quand on rentre vraiment dans la techno. J'ai fait notamment un outil qui s'appelle Device Preview, je l'évoquerai après, qui est entièrement basé sur cette notion-là. En fait, qui va simuler un terminal. Donc on peut tester, changer en temps réel, par exemple passer d'un iPhone à un projet Android, puis de tester le rendu de notre application. Tout ça, je l'ai fait parce que on a la maîtrise totale, donc on peut embarquer une application classique dans notre terminal virtuel, qui est juste du dessin. En fait, on peut dessiner tout ce qu'on veut à l'écran. Et ça, c'est vraiment agréable. Là où les constructeurs, enfin les technologies natives vont plutôt vous forcer à utiliser des composants qui sont déjà pensés par rapport à l'ergonomie de la plateforme. Et quand on veut faire des choses un peu custom, il faut toujours aller un peu loin et c'est pas forcément pensé pour. Là où vraiment ils ont pensé tout autour de ça, du dessin en temps réel. Donc, si on compare par exemple à Xamarin ou React Native, vous avez un moteur qui va échanger avec des composants natifs. Et c'est ça qui coûte cher en fait en termes de performance. C'est-à-dire que si j'affiche un bouton à l'écran, je vais avoir un bouton, disons en JavaScript, dans le runtime JavaScript. Et lui, il va être branché à un bouton qui, lui, est du monde Kotlin, par exemple. Puis ils vont s'échanger les informations pour se mettre à jour entre les deux, se synchroniser. Et ça coûte énormément. Là où Flutter, ils pensent tout de zéro, donc ils embarquent tout, et on a le rendu qui est directement fait au niveau de la carte graphique du téléphone. Et donc on pourrait se dire, ok, super, ils ont décidé de tout refaire, du coup ça ne suivra jamais par rapport aux composants natifs, on ne trouvera jamais ce qu'on veut. Sauf qu'ils ont fait un travail monstrueux en fait, et il y a une librairie énorme de composants. Ils sont même en avance par rapport aux plateformes natives. Par exemple, si on prend les spécifications de Material Design, ils sont toujours en avance par rapport à ce qu'on trouve sur Android. C'est pour vous montrer à quel point ils mettent un effort de ce côté-là. Et donc vous avez 3 librairies qui sont incluses avec le framework, donc déjà du basique, donc là c'est des composants neutres. Si vous voulez faire votre propre brand design sur votre marque, vous pouvez utiliser des composants très natifs, très basiques, pardon, qui vont vous permettre de créer vos propres composants et puis après de faire votre propre design system. Et en plus de ça, ils ont 2 librairies qui sont Material et Cupertino. Material pour tous les composants Material Design et puis Cupertino qui imite tout ce qu'on trouve dans les librairies natives. Donc avec ça, on s'en sort très bien. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'on peut utiliser par exemple du Cupertino sur Android, du Material sur iOS, aucun souci. De toute façon, tout est rendu par Flutter, par le moteur de Flutter. C'est à vous qui faites le choix. Après, vous pouvez détecter la plateforme et en fonction, afficher l'un ou l'autre des composants. Enfin, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc à l'origine, c'était réinventer le développement mobile. Mais en fait, ils ont été un peu pris par l'engouement autour de leur projet. Il y a eu tellement de demandes et ils ont vu l'opportunité de réinventer complètement même le design d'interface utilisateur de manière générale. Parce que, comme j'ai dit, c'est très générique, on repart de la base du dessin de pixels à l'écran. Du coup, ils se sont dit, pourquoi pas étendre ça avec des librairies dédiées au desktop et puis de rajouter le support desktop, donc Windows, macOS et Linux. Et puis après, ils se sont même penchés sur le web. Donc tout ça, c'est pas encore sorti en stable. Vous pouvez déjà le tester. Donc vous pouvez très bien lancer votre application sur le web. Évidemment, il y a des limitations, il y a des problèmes d'affichage, etc. C'est pas encore tout à fait fini, mais on voit qu'ils mettent un énorme effort, surtout sur le web. C'est là où ils ont la plus grosse équipe. Et le desktop, après, surtout sur macOS dans un premier temps, qui est plus avancé. Donc malgré que ça soit en alpha, c'est quand même plus fini que le web. Bêta, c'est plus, je pense, quelque chose de commercial pour montrer qu'ils s'investissent là-dedans. Mais macOS, par exemple, vous pouvez déjà faire des applications macOS qui sont déjà relativement stables et bien poussées. Tout ça, c'est aussi disponible sur GitHub. C'est open source. Vous avez accès à toutes les sources de zéro, du moindre petit composant, vous avez les sources en Dart. Et ça aussi, ça change tout. Parce que quand on est en train de coder, on peut aller directement naviguer dans les sources en fait, des composants qu'on utilise. Et ça fait gagner un temps fou aussi. Je pense que c'était vraiment intelligent de faire ça. Un peu comme en JavaScript, on peut aller dans les codes sources du NPM, de nos différents packages. Là, il suffit de n'importe quel composant, si on a une question, on va voir la documentation. Et aussi, je ne l'ai pas dit, tout est vraiment, la documentation, elle est super bien foutue. On voit qu'ils mettent un effort énorme là-dessus, il y a toujours des exemples dans le moindre petit composant. C'est vraiment super bien mis, super surtout quand on débute. Voilà, ils ont vraiment repensé de zéro toute l'expérience de développement, et ça, c'est super agréable.
Et c'est bien aimé par les développeurs. On a de plus en plus on voit que la courbe de star augmente énormément. Donc là, ils sont dans le top 15, je crois, des repos GitHub. Et donc, bah, je pense qu'un jour, là, ça se rapproche des frameworks comme React pour le web, etc. Donc ça commence à être bien connu. Évidemment, il y a Pub. Il y a énormément de packages aussi déjà qui sont faits. Je ne l'ai pas dit aussi, mais là, on peut se poser la question, ok, pour la UI, ils ont tout repensé, mais comment finalement Flutter va communiquer avec les plateformes natives? Je pense, j'ai envie de récupérer la position GPS de mon utilisateur. Bah, c'est pas, enfin, là, ça ne fait pas partie de quelque chose de générique. Donc, en fait, ils ont pensé tout un système de plugins, comme ce qu'on retrouve là. Finalement, ils se sont inspirés de ce qu'on retrouve en Cordova ou Xamarin ou autre. C'est qu'on va avoir un système de plugins qui va permettre d'interagir avec des plugins natifs. On va faire une implémentation sur chaque plateforme et puis nous, on va appeler la méthode et c'est le plugin qui va dispatcher en fonction de la plateforme qui le demande. Et donc, on a déjà tout un tas de plugins qui existent. Par exemple, pour Gentoo, j'ai pas eu à en développer. Donc, alors qu'on fait de la géologue, de la prise de photos, enfin, on fait des tas de trucs, du téléchargement en background. Enfin, vraiment, déjà avec ça, on s'en sort bien. Et même si vous voulez le faire, c'est pas si compliqué, je l'ai fait. Vous avez en gros un projet iOS, un projet Android, et puis un projet Dart, et puis après, il faut juste brancher les choses. Donc, Flutter est déjà pas mal utilisé. Donc déjà, chez Google, ils ont notamment leur application qui permet de suivre l'avancée des pubs, le marketing, Google Ads, AdMob, qui est en fait en Flutter. Donc déjà, énormément d'utilisateurs. C'était la première application, c'est avec celle-là qu'ils ont vraiment testé le produit. Et puis, bah, y a eu récemment aussi Stadia, qui a été développé avec Flutter, l'application Stadia. Donc aussi, belle référence, ça permet aussi de mettre à l'épreuve le framework, on voit que ça fonctionne plutôt bien. Même s'ils se sont fait virer du store iOS, mais c'est pas pour des raisons techniques. Autre exemple, alors là je l'ai mis parce que j'ai été en Thaïlande il y a pas longtemps. Et en fait, il n'y a pas de Uber en Thaïlande, il y a quelque chose qui s'appelle Grab et c'est utilisé par des millions de personnes. Et la branche Food, c'est fait avec une application Flutter aussi. Donc pareil, grosse mise à l'épreuve. Et si vous voulez aller en voir plus, vous avez sur le site de Flutter, vous en avez tout un tas d'exemples. Et notamment de grosses entreprises. Il y a BMW aussi qui fait des applications avec Flutter notamment. Enfin voilà, allez sur le site, vous verrez. Donc, si je devais résumer, Flutter c'est une expérience utilisateur fluide, naturelle, sans compromis. Sans compromis, là c'est plus pour le développeur ou les product managers, designers, etc. C'est-à-dire on ne va pas se poser la question trop de est-ce que je peux utiliser tel composant sur telle plateforme ou faire des compromis en termes de coûts aussi, d'efforts de développement. Là, on a la maîtrise totale sur le produit et finalement on fait ce qu'on veut et on est sûr que le rendu sera très honorable. Une seule équipe de développement, donc là on mutualise les coûts, ils sont arrivés à leur fin, parce que bah, moi, Gentoo, je le développe tout seul, et bah, j'ai pas vu de problème jusqu'à présent. Je connaissais déjà évidemment les plateformes Android, iOS, les manifestes, etc. Il faut connaître un peu les plateformes pour savoir comment publier aussi, il y a plein de petites choses à connaître, mais en termes de développement pur, d'écran, de fonctionnalités, bah, on a besoin que d'une seule équipe finalement. Parce que moi, ça m'arrive, d'ailleurs, ça me surprend à chaque fois, mais à chaque fois que je fais des applications Flutter et que je les fais en général, je les fais sur un simulateur iOS pour commencer, je les développe, et puis après, au bout d'un moment, je le lance sur Android et puis ça marche tout de suite. Et ça, quand on a fait du Xamarin ou des technos React Native, etc., c'est très surprenant. Et c'est vraiment l'effet waouh quand on teste le produit. Des outils extrêmement productifs. Comme j'ai dit, ils utilisent Dart et les outils sont vraiment, encore si je compare avec Xamarin où là c'était un peu la galère, il y avait des tas de bugs, de problèmes d'outillage, etc. Là vous installez le truc, ça marche direct, c'est rapide, je n'aurais vraiment pas de critique à faire de ce côté-là aussi, donc je pense que c'est vraiment, ça fait partie de la réussite de la technologie. Et enfin l'environnement ouvert et communautaire.
tout est open source, tous leurs plugins, enfin tout. Et puis il y a une communauté aussi qui s'est formée autour de cet environnement et qui fonctionne très bien. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de packages, etc. qui sont géniaux. Donc ça aussi c'est un gros plus et je pense que c'est nécessaire pour la réussite d'une techno. Finalement, ouais, c'est l'un ou l'autre. Bah, moi je choisis Flutter. Aujourd'hui c'est avec ça que je suis plus efficace. Je ne vais pas me poser la question plus longtemps de est-ce que ça respecte quoi que ce soit. J'ai envie de faire une application, qu'est-ce qui est le plus productif pour moi? C'est Flutter, ça fonctionne bien, j'ai rien à reprocher. Donc voilà. Donc testez-le. Je pense qu'on ne met pas longtemps à vraiment se faire une idée sur la technologie. Il suffit de télécharger, de lancer les outils et voilà, de commencer à faire 2-3 bidouilles. Et puis on se rend tout de suite compte voilà, du potentiel de la technologie. Et donc je vais vous montrer un peu de code quand même pour voir tout ça en action, parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux. Ça va être compliqué avec le micro, je vous garantis pas que vous m'entendrez toujours, mais on va essayer. Donc j'ai fait un petit design ce matin. On va faire un petit composant très simple, mais à la fois pas si simple. Si on devait le faire sur les deux plateformes iOS, Android, bah, on commencerait à voir qu'il y a quand même des choses un peu spécifiques à faire. Donc je vais poser le micro. Si vous ne m'entendez pas, j'essaierai de parler plus fort, donc dites-le moi. On va essayer de faire au mieux. Je vais le poser juste à côté. Je pense pas que ça marche, mais on verra. Donc, on va designer ça, du coup. Donc, pour résumer, on va faire une petite carte qui va permettre de noter stock. Donc, on imagine, vous demandez votre avis, par exemple. On va faire une petite carte qui est comme ça. Et lorsqu'on choisit, on appuie sur un bouton, bah, elle va s'étendre sur le reste de l'écran, en prenant en compte le notch. Voilà, donc avec une UI qui ressemble ni à iOS ni Android, avec quelque chose de vraiment personnalisé. Et on va voir comment on peut coder ça, et comme ça on va regarder quels sont les outils, quelle est un peu la manière de développer en Flutter. Donc déjà, je ne l'ai pas dit, mais il y a deux IDE de supporter, donc VS Code ou Android Studio. Moi je préfère VS Code parce que je suis habitué pour React aussi notamment, c'est pratique. Et les deux fonctionnent très bien, donc là c'est vraiment une question de préférence. Et donc vous avez une extension à installer et puis après tout est bon normalement. Donc on va faire un nouveau projet. Je pars de zéro là, comme ça vous verrez vraiment le... On va l'appeler Talk Review. On va le créer sur le desktop. Donc quand on crée le projet, on a donc quelque chose qui ressemble à ça. Donc vous avez un projet Dart. Donc un projet Dart, c'est un pub spec avec l'histoire des dépendances là, à pub, que je vous ai expliqué tout à l'heure, les versions d'environnement, etc. Donc là, par exemple, j'ai augmenté la version minimum du SDK Dart. Et puis la description du projet, c'est assez classique dans un manifeste. Voilà, avec de la configuration éventuelle sur votre projet. Vous avez un dossier lib où là vous avez tout le code de votre application, avec un point d'entrée qui s'appelle main.dart ici. C'est une fonction main, c'est classique. Et après vous avez tout un tas de widgets qui représentent la UI de votre application. Donc lorsque vous compilez, vous avez tout ce que vous compilez va aller dans deux répertoires. En fait, il y a deux projets natifs à la racine de votre projet Flutter. Donc un projet iOS où là vous retrouvez finalement un projet Xcode, tout ce qui est le plus classique avec du Swift. Et puis donc ça veut dire que vous pouvez aller bidouiller des choses spécifiques en natif si vous le souhaitez, et utiliser aussi à côté de ça Flutter pour faire une partie de votre UI. Vous êtes libre. La partie iOS, non, elle sera aussi côté... Mais Windows, par contre, vous ne pourrez pas évidemment le lancer et le compiler. Ouais, ça, évidemment. Je ne l'ai pas dit, mais oui, pour l'environnement de développement, il vaut mieux avoir un Mac, tout simplement parce qu'on peut compiler un projet iOS sur un Mac, mais on ne peut pas le faire sur Windows. Bon, par contre, Android, c'est possible partout. Mais comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, si vous le développez pour Android, vous pouvez être quasiment sûr qu'au niveau UI, ça aura exactement le même rendu sur iOS. Donc finalement...
c'est moins grave avec Flutter, on va dire. Vous pouvez même utiliser des services en ligne pour compiler la version iOS. Si vous n'avez pas des applis évidemment trop spécifiques, etc., ça peut faire l'affaire dans un premier temps. Donc vous avez deux projets, iOS, Android et web, parce que là je suis sur une branche bêta. Et donc voilà, vous avez tout qui est à cet endroit-là. Et donc voilà, on va passer l'essentiel de notre temps dans le projet main, enfin dans le dossier lib, pardon, où il y a le point d'entrée de notre code. Donc je vais commencer par lancer notre fameux projet. Vous avez le choix des terminaux, là, on voit que je peux le lancer sur mon iPhone, mais je vais le lancer sur le simulateur. Et là, normalement, on va avoir le template de base, qui est juste un compteur avec un bouton en bas, et puis on peut incrémenter le compteur. Très simplement. Ouais, la première build prend un peu de temps. Et donc, une fois que ce sera lancé, là, on sera libre de développer sans redémarrer l'application, sans rebuilder le projet. Comme j'ai dit tout à l'heure, le code va être pushé dans l'interpréteur en mode dev. Et voilà, donc là, normalement, c'est la seule fois où on a à le redémarrer. On croise les doigts, et des fois, évidemment, il y a des plantages. Mais... Donc voilà, donc là, on a notre projet qui tourne sur iOS. Ok, donc là, on va pouvoir commencer vraiment à développer ce qu'on voulait. Donc ce que je vais faire, déjà, c'est que je vais supprimer la page qu'on avait d'origine, hein, du template. Faire un peu le ménage pour que ce soit plus visible pour vous. Donc, vraiment, le framework est articulé d'une certaine manière. Si vous avez fait du React, c'est exactement pareil. SwiftUI, pareil. Jetpack Compose, pareil. C'est très orienté fonctionnel. C'est en gros, vous pushez à chaque fois un arbre d'objets et vous dites au framework, débrouille-moi pour te l'afficher à l'écran. Et à chaque fois, c'est immutable. Donc, on ne va pas modifier ces données. On ne va pas faire, par exemple, là, mon composant compteur, le nouveau texte, c'est ça, on ne va pas faire ça, on va créer un nouvel arbre, et dedans, il y aura ce texte, avec ce composant de texte, avec le contenu qui sera différent, et c'est le framework qui va le mettre à jour, qui va faire le diff entre les deux, et qui va le mettre à jour. Et ça, c'est vraiment, ça demande un petit changement dans la manière de développer aussi. C'est quelque chose à prendre. Mais de toute façon, comme je l'ai dit, je pense que c'est le futur, et SwiftUI et Jetpack Compose adoptent cette philosophie-là, donc on n'aura pas trop le choix. Et React, pareil, si vous faites du web, que ce soit React, Svelte.js, c'est aussi très à la mode cette manière de développer. Donc, je vais créer une home page. Je vais faire un fichier à part. Donc là, vous pouvez séparer votre code un peu comme vous le souhaitez. Mais bon, là, on va faire un fichier dédié. Donc là, on va faire notre home page. Donc, on va faire ça, on va rien mettre dessus, on va mettre à la racine un objet material qui est dans le package material. Et déjà on va mettre à jour ça ici, donc je vais dégager ça. Homepage, je ne sais plus si je l'ai appelé homepage, mais on va voir. Donc là ça va être un écran blanc, logiquement. Donc là il me dit que j'ai pas sauvegardé, effectivement. Voilà, donc là j'ai mon écran blanc. Donc si je veux changer la couleur par exemple, je peux, là si je le change en rouge par exemple, je sauvegarde, c'est rouge à l'écran directement. Donc ça c'est assez sympa. Donc si on reprend notre design, donc on voit qu'on a une carte à la racine. Je vais faire juste choper les couleurs. Donc là on fait vraiment tout ensemble, c'est du live total. On va juste choper les couleurs pour être sûr. Donc on va mettre un fond bleu, et puis on va écrire du texte déjà pour commencer par-dessus. Donc on va avoir peu importe, on va faire une liste view ici, par exemple pour le contenu. Pardon. La couleur du coup du fond, c'est pareil, je ne l'ai pas prise. On va mettre ça. Donc vous pouvez faire on va le faire d'ailleurs, comme ça sera plus clair. Vous pouvez faire des constantes.
Ouais, const. On va faire notre dark blue. Là. On va faire une couleur. Donc là, bon, ça n'a rien d'incroyable. C'est assez classique. Et là, vous voyez que Dart, c'est rien d'incroyable. Hein. Il y a juste la notion de const qui peut être un peu... ça optimise, ça veut dire qu'il n'y aura qu'une seule instance de cette couleur et que du coup, il optimise au niveau compilation pour que... comme il est sûr qu'il n'y en aura qu'une instance, il optimise la mémoire pour que ça soit un endroit spécifique. On va faire le background color, donc light blue. Hop. On va faire tout de suite les deux autres couleurs. Et dernier, c'était le green. Ah ouais, non. J'ai inversé les deux, c'est pas grave. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir importer ce fichier-là et utiliser ici la fameuse couleur. Par exemple, ici, c'était du light blue. Hop. Et donc, en child, je ferai une list view dans lequel je vais mettre ma carte tout en haut. On va faire un deuxième widget. Donc là, ce qui est... Ouais, je ne l'ai pas dit, mais là, il n'y a pas de langage dédié à la UI. Il n'y a pas de XML ou quoi que ce soit, un langage dédié à la UI. C'est vous codez directement en Dart la UI. Et c'est juste après à vous de bien séparer la UI de la logique, d'architecturer votre projet le plus intelligemment possible. C'est ce qui peut être un peu perturbant aussi au début. Donc là, je vais faire ma review card, par exemple. Et donc là, par contre, je l'ai extrait parce qu'on aurait pu mettre tout le contenu que je vais faire directement dans la list view. Mais bon, ça serait devenu un gros pâté. Du coup, il vaut mieux isoler plein de petits composants et les composer plutôt que de faire des trucs énormes qui sont illisibles et immaintenables. Donc là, on va lui mettre une décoration à ma carte. Donc on avait dit que c'était du dark blue pour la couleur. Voilà, on va lui mettre des border radius qui sont donc pour mettre les coins arrondis sur la carte de 10. Ouais. Donc là, si on prend ça pour faire les coins arrondis sur chacun des coins. On va aussi lui mettre donc là, c'est assez classique, hein, mais on va lui mettre des marges et des paddings à l'intérieur, donc des marges intérieures, extérieures. Enfin, si je fais un padding.all plutôt. Non, pardon, c'est edge inset. On va mettre 20 à l'extérieur et pareil à l'intérieur. L'unité, c'est des DP. L'équivalent des DP, en gros, 1, ça fait 1, quel que soit le mobile. Après, ça va être multiplié par la densité de pixels du téléphone. Donc, ils harmonisent en fonction des différents terminaux, mais c'est déjà ce qui est fait dans les technologies natives. Voilà, donc là, on n'a toujours rien à l'écran. On n'a toujours rien à l'écran, et on va lui mettre on va commencer par lui mettre un texte, par exemple, à l'intérieur. Avec, donc, peu importe, on avait mis qu'avez-vous pensé? Alors, voilà, donc là ma review card, il faut que je la mette évidemment dans ma liste, sinon elle ne s'affichera pas. Voilà, donc là on a déjà notre carte qui est là dans cette liste. Qu'avez-vous pensé? C'est en noir, donc c'est pas génial. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un style. Donc, vous avez le text style avec la couleur, colors.weight. Voilà, déjà là, on a le texte qui s'affiche. Après, on peut aussi lui mettre une taille, 32 par exemple. Et puis on peut lui mettre font weight. Hop. Voilà. Donc là, ça commence à ressembler quelque part à ça.
on va voir qu'on va empiler 2 lignes en fait dans cette carte. Puis après, dans la ligne du bas, on va mettre 2 colonnes. Donc celui-là, donc là, VS Code, les IDE ont des raccourcis assez pratiques. Parce que là, on pourrait se dire, ok, donc là, je dois embriquer mon texte dans une row, ça va être galère. Mais il y a des raccourcis directement pour faire ça. C'est là où je dis les outils ont été vraiment pensés pour le développeur. Ça se voit qu'ils ont testé leurs outils, pas comme tous les créateurs de technologies. Et donc là, on est prêt à mettre notre deuxième ligne. Donc on va créer ce fameux bouton. Donc là, je le fais de 0. On pourrait très bien utiliser des composants matériaux, etc. Là, je vais vraiment faire des boutons de 0, comme si on le designait, comme je l'ai dit, comme si on le dessinait à la main, quoi. Donc, on va faire round button. Et dedans, on va mettre, donc ça va être un conteneur avec dedans une ligne avec une icône et un texte. Si on reprend ça, on va avoir un texte à gauche et puis une icône à droite dans chaque bouton. Et un conteneur qui va changer qui va lui mettre une couleur légèrement blanche transparente pour démarquer les boutons. On a décidé de faire ça, donc on peut le faire. Donc on utilise des composants de base, des conteneurs, des lignes, etc. Et on va créer ça de 0. Et encore une fois, il y a déjà des composants qui font ça, mais ça c'est juste pour vous montrer la liberté qu'on a avec le framework. Donc, comme j'ai dit, on va faire donc déjà un texte qui va être le titre du bouton. Donc là, je vais penser mon bouton pour qu'il soit réutilisable, donc je vais lui mettre des propriétés. Donc final, c'est l'équivalent de read-only, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir modifier cette propriété. Tous les widgets sont immutables, c'est-à-dire qu'on va en créer des nouveaux à chaque fois, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que là, je fais que des propriétés qui sont read-only, en fait. On ne pourra pas modifier par la suite, parce qu'on devra recréer un round button si on veut changer ces propriétés. Et en donner un autre au framework, et c'est lui qui se débrouille pour faire la mise à jour. Donc là, on va lui mettre 2 propriétés. Donc le fameux title, et on va aussi mettre une icône qui sera de type icône data. Donc là, il y a déjà un système d'icônes. Donc de base, vous avez quand vous prenez le template, vous avez les icônes de Material Design qui sont inclus dedans. Et on va utiliser ça du coup. Hop. Donc déjà, on va affecter le texte. Donc on va déjà l'inclure dans l'arbre pour avoir une preview déjà du truc très basique là. Donc on a notre texte. On va mettre une row, du coup, ici, une ligne. Et dedans, on va venir mettre 2 boutons avec bof et super. Donc là, il met des warnings parce que je n'ai pas renseigné toutes les propriétés. Du coup, on va venir mettre l'icône. Et là, on avait un thumbs down pour le bof et un thumbs up pour le super. Donc là, on voit qu'on a juste les 2 textes en fait. On le voit pas bien parce que c'est noir. Je vais le mettre en blanc tout de suite. Pardon. Donc là, textile. Si je le mets en blanc, là on devrait le voir. Ça sera petit, mais on le voit aller très légèrement en bas à gauche. Si je reprends la même chose que ça, par exemple ici, hop, et on va le mettre en 20. Voilà, on voit déjà un peu mieux. Donc on voit déjà que le texte est centré, moi j'avais pas envie. On a des propriétés sur les colonnes et les lignes. C'est assez proche de Flexbox dans le web, au niveau du layout, si vous voulez placer vos éléments. Donc là je vais dire, les éléments ils vont prendre toute la largeur. Et comme ça, c'est aligné à gauche, parce que le texte de base il est aligné à gauche. Donc, si je reprends mes boutons, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur mettre un padding aussi, de 10, pareil. On va lui mettre une décoration pour mettre un fond et une couleur. Donc, on a dit une couleur blanche légèrement transparente. Donc, on va mettre une opacité de 0,2 par exemple. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. On va leur mettre des radius. Bon, là, je pourrais le faire plus intelligemment, mais on va dire, je vais mettre 100, comme ça on est sûr que ça prend que les corners prennent toute la hauteur, donc ça fait quelque chose d'arrondi comme ça. Là, en fait, alors vous avez les constructeurs nommés en Dart, assez pratique.
Par exemple, pour faire mes marges, là j'avais fait edgeinset.all pour dire les marges sont toutes de 10. Là je vais plutôt mettre du symétrique en disant, parce que là c'est assez moche, le texte est trop collé au bord horizontalement. On a l'impression qu'il y a plus de... C'est du fait des corner radius, que je vais plutôt mettre des marges plus grandes horizontalement. Donc on va mettre 20 en horizontal et 10 en vertical, et là c'est plus sympa. Voilà. Ensuite, notre icône, maintenant on peut l'insérer. Donc on va faire une row, encore une fois. Et on va mettre une icône avec notre icône qui a été passée dans le constructeur. Voilà, donc là c'est noir. On peut personnaliser tout ça. Hop, on va mettre un petit espace entre les deux. De 10 par exemple. Et pareil ici on va mettre 30. Hop, là je ne l'ai pas mis en ligne. Ah ici, ok. Et entre les deux boutons, on va aussi mettre un espace. Donc voilà, là, ça commence déjà à ressembler un peu à ce qu'on avait en tête. Donc maintenant, ce qu'on aimerait, c'est déjà catcher les tapes sur les boutons. Donc on va le faire vraiment à la main, pour vraiment, encore une fois, vous montrer qu'on peut faire nos propres composants de zéro si on a envie. Tout ça, ça fonctionne très bien. Donc on va le rappeler dans un widget qui s'appelle gesture detector, peut-être. Et donc là-dedans, on a tous les différents événements liés au tap. Donc là, on a aussi le start. Donc ça doit être le on. C'est begin peut-être. Bon, on va déjà commencer par le tap, ça va déjà être bien. Et donc on va le passer en constructeur On va passer de ce callback dans le constructeur de notre bouton pour pouvoir l'affecter plus haut, un élément plus haut dans l'arbre. Là, je vais mettre onTap, ça sera une propriété de mon bouton. On va le rajouter au constructeur. Hop. Donc là, je peux affecter directement onTap ici. Hop. Donc là, il me dit qu'il faut rajouter les callbacks. Donc là, j'ai mon onTap quand je clique sur ce bouton-là et onTap quand je clique sur celui-là. Et donc là, on va faire quelque chose. On va voir que notre carte, en fait, elle change d'état. Elle a plusieurs états différents. Quand on va cliquer sur un bouton, elle va passer en vert ou en rouge. Et on va venir changer les marges de notre carte en fonction de ça, en fonction du choix de l'utilisateur. Donc pour ça, on va faire parce que malgré ce que j'ai dit sur le côté immutable des widgets, vous pouvez quand même faire des widgets qui ont un état qui est quand même dynamique et qui est stocké dans l'arbre. Parce que c'est obligatoire si vous avez des besoins métiers comme ça, par exemple. À un moment, il faut quand même gérer un état, on n'a pas trop le choix. Et donc, vous avez ce qui s'appelle des stateful widgets qui vont, eux, conserver un état. Donc l'état va être créé au premier widget que vous donnez au moteur, et ensuite il va réutiliser ce même état pour tous les widgets qui suivront. Bon, là, je rentre un peu dans le détail, mais ça va nous permettre de conserver l'état de qu'est-ce qui est sélectionné dans notre review card. Donc là, je vais le convertir en stateful widget. On voit qu'on a un widget qui est immutable. Par contre, il va créer un state qui, lui, est mutable, avec notre méthode build qu'on retrouve encore une fois. Et donc dedans, je vais avoir le choix actuel. Soit il a sélectionné bof, soit il a sélectionné super, soit rien du tout. De base, si vous conservez les options de base, tout est nullable, même un booléen. On va faire ça simplement. Là, vous aurez pu créer un énuméré, faire quelque chose de plus intelligent et de plus clair. Mais là, on va faire un booléen. On va dire is positive, par exemple. De base, ça sera nul, on n'affecte pas. Et puis, en fonction de ça, on va changer la couleur de notre carte. Donc, si c'est positive, si positive égale nul, déjà, c'est dark blue. Sinon, si is positive, on va dire que ça va être green, et sinon ça va être red. Donc là, voilà, ça c'est intéressant. On voit une erreur.
Donc qu'est-ce qui se passe? On pourrait se dire, bah, normalement une appli ça crache en natif. Qu'est-ce qui se passe dans le cadre de Flutter vu que tout est pushé en temps réel via un interpréteur? En fait, l'interpréteur va planter, il va vous afficher les erreurs directement sur le terminal, mais ça ne va pas faire cracher votre application. Donc là, vous pouvez corriger tout ce que vous avez à corriger, vous relancez, et ça va remettre à jour votre application. Et si vous avez un crash important, comme celui que je viens de faire, c'est parce qu'en fait j'ai changé un widget de stateless en stateful, et ça change complètement la manière de construire l'arbre. Donc là il ne peut pas s'en sortir, le moteur ne peut pas dire bah, qu'est-ce que je fais, parce que j'ai un ancien widget stateless, le nouveau est stateful, c'est pas cohérent, parce que j'ai tout simplement changé le code trop en profondeur. Donc là on peut relancer l'application de zéro avec le hot restart dans ce cas-là, et on n'a pas besoin de recompiler toute l'appli. Donc là j'ai corrigé cette erreur-là en relançant l'application virtuellement, si vous voulez, juste au niveau de l'interpréteur. Donc là on ne perd pas de temps, encore une fois, productivité maximale. Donc voilà, donc là j'ai mon stateful widget qui est prêt. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va changer son état sur les tables des deux boutons. Donc si j'appuie vers le bas, je vais l'affecter à false. Donc je vais faire un set state. Donc chaque fois que vous modifiez l'état d'un widget stateful, il faut appeler cette méthode-là. Et donc là, on va affecter isPositive à soit nul s'il est false, soit sinon à false. En gros, si on rappuie sur le bouton, on va le réinitialiser à nul. Donc si 1 égale false, on va le mettre à nul, et sinon false. Et on va faire pareil pour le bouton positif, sauf qu'on va mettre true à la place. Donc là, normalement, il va se passer, quand je vais cliquer sur un bouton, ça va changer la couleur. Voilà. Donc très bien, on a ce qu'on voulait, c'est déjà pas mal. Maintenant, je vais vous montrer à quel point le framework est vraiment, il y a un nombre énorme de widgets et qu'ils ont déjà pensé pas mal de choses. C'est qu'il y a par exemple des outils pour faire des animations implicites. Donc là, mon container, quand il change de couleur, c'est pas animé. Bon, on va voir que je peux l'animer simplement en utilisant un animated container à la place, en lui mettant une durée de transition. Vous avez aussi des courbes, etc. C'est très configurable. Et donc on va mettre une duration de 100 millisecondes. Ouais, 200 millisecondes. Donc là, on voit que maintenant c'est animé, donc c'est plus sympa déjà. Ce qui est cool, c'est que tout est animé au niveau de ce container, donc les marges aussi. C'est-à-dire que si je fais la même chose que ce que j'ai fait pour la couleur, mais pour les marges, eh ben, ça va fonctionner de la même manière. Par exemple, sur les marges extérieures, là, je vais dire, bah, si c'est nul, tu me mets 20. On va même le mettre directement ici. Sinon, tu me mets 0. Donc là, normalement, voilà, il a animé automatiquement. Et si je rappuie ou je déplie, ben voilà, on a l'animation qui se fait toute seule. Pareil pour les boutons. On va rajouter une propriété sur le bouton qui est si c'est sélectionné ou pas, tout simplement. On va faire exactement la même chose. On va faire un animated controller, parce que c'est plus sympa pour les transitions. On va lui mettre la même durée, un peu plus court peut-être. 100 millisecondes. Et on va juste lui dire, bah, si c'est sélectionné, dans ce cas, le fond deviendra noir, semi-transparent. Donc c'est ici, finalement, on va lui dire if is selected, dans ce cas-là, colors.black. Sinon, c'est blanc. Donc là, voilà, ça c'est aussi intéressant. On voit que j'ai eu une erreur au niveau d'un seul widget. Donc là, il va nous mettre un gros écran rouge, mais uniquement sur le widget qui a vraiment... Enfin, il va essayer d'aller le plus proche possible du truc qui plante. Donc ça aussi, c'est assez intéressant quand on débug. Donc là, c'est parce que je n'ai pas affecté de booléen. Donc quand il fait le test de isSelected, bah, c'est nul, et du coup, il me dit, bah, c'est pas possible, je m'en sors pas. Donc, tout ça, c'est parce que je n'ai pas renseigné ici les isSelected. Le isSelected, ici, c'est isPositive. Non, c'est isPositive. Pardon, non isPositive égale false.
parce qu'il y a le cas nul aussi. Et là, ça va être le isSelected, isPositive, égal true. Voilà, donc là on a ce qu'on voulait. Hop. Donc là on a quelque chose qui commence à être sympa. Là c'est... j'ai dû me planter dans un des trucs. Ah ouais, ok, effectivement. Merci. Donc là on a quelque chose qui commence à ressembler à ce qu'on voulait. Donc, il y a juste, bon, ça c'est pas très grave, mais les border radius, on peut faire la même chose que ce qu'on a fait ici pour les enlever, parce que si on veut vraiment respecter ce que j'avais imaginé. Hop, donc là on a en plus la bordure qui vient s'animer. On a vraiment ce qu'on voulait. Donc il y a juste le problème maintenant du haut, donc là qui est spécifique au notch sur les téléphones modernes. Et donc là encore une fois, tout ça c'est inclus, ils ont pensé déjà ce genre de problématique dans le framework. Et on a quelque chose qui s'appelle Media Query, un widget qui s'appelle Media Query, qui va nous permettre de récupérer tout ça. Donc je fais un Media Query of context. Donc il va récupérer dans l'arbre le Media Query qui est le plus proche. Et à partir de ça, on va récupérer les propriétés spécifiques au notch. Donc je vais dire en gros, si on est dans un mode nul, dans ce cas-là, le notch est important, parce qu'on a une marge en haut. Sinon, bah, tu me remontes derrière le notch. Je m'en fiche du notch. Donc, pour ça, donc c'est au niveau des marges. Donc on ne va pas faire du all, on va faire du only. Donc only, ça nous permet de définir indépendamment chaque marge. Donc là, on va dire que sur chaque côté, bon, je vais faire du copier-coller, c'est pas super beau, mais c'est pas très grave. Right, et bottom, ça reste là-dessus. Et si on fait le top, ça fait ça. Donc si on est en positif différent de nul, dans ce cas-là, on va mettre une marge de... alors, en fait, c'est 0 dans tous les cas ici, c'est ici ou là, on va avoir un query qui est du padding.top plus 20. Donc là, de base, les list view rajoutent ce padding automatiquement, c'est pour ça qu'il en a tenu compte depuis le départ. Mais ça, on peut lui dire de ne pas en tenir compte. Donc là, normalement, hop, on voit que ça passe derrière. Il faut juste que je rajoute une petite marge sur le haut de la carte dans le padding pour compenser le fait que ça aille derrière. Donc pour ça, encore une fois, rien de plus simple que ce que j'ai fait là. Donc c'est dans le padding cette fois. On va faire la même chose. Hop. Et sur le top, c'est 20 plus... enfin, en fait, ça va être ça. Directement. Si c'est égal à nul, sauf que c'est l'inverse. Voilà. Donc on va mettre une marge intérieure si on a quelque chose de sélectionné. Voilà. Donc là, comme ça, on a toujours le texte qui est lisible et on a tenu compte de ce fameux notch. Voilà, donc je pense qu'on est déjà arrivé à ce qu'on imaginait. Il y a juste peut-être le texte à changer, donc ça, c'est pas grand-chose. Ça va être ça. Je vais vous montrer, on peut faire des propriétés dans Dart. Donc là, je vais mettre le title, par exemple. On va faire un switch. Donc là, encore une fois, c'est pour vous montrer, c'est pas de... rien de... Enfin, vous retrouvez tout ce que vous retrouvez dans les autres langages, hein, finalement. Rien d'incroyable. Donc si c'est true, on va renvoyer... donc si c'est true, on va mettre merci beaucoup. Si c'est false, on va mettre désolé. Sinon, on va mettre qu'avez-vous pensé du talk. Hop. Et donc, on a plus juste à remplacer ça ici. Voilà. Et là, on a notre truc qui se change automatiquement.
Donc voilà, donc c'était un petit exemple, hein, mais c'est pour vous montrer. Enfin, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple, mais en même temps qui montre un peu les possibilités du framework et en quoi je trouve qu'ils ont vraiment bien pensé l'architecture et la flexibilité surtout des outils. Mais enfin, je pourrais vous faire des heures et des heures de code. Il y a énormément de choses dans le framework déjà de base. Donc je pense qu'il n'y a rien de mieux que de le tester tout simplement pour se rendre compte un peu de l'étendue des possibilités. Mais j'espère que ça vous aura donné une bonne vision déjà de ce qu'il est possible de faire. Merci à vous. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.